Coloscopie, Mathieu Madénian. Laurent Baffy. Mathieu, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, ça va très bien. Je suis très... Non, mais sans déconner, je suis très content de faire cette émission. Je regarde jamais les podcasts, c'est les seuls que je regarde, c'est vous, parce que les podcasts, en général, c'est des gens qui parlent alors qu'ils n'ont rien à dire. Et là, vraiment, c'est un truc, je regarde ça, je me dis, quand c'est qu'ils vont m'inviter? Et je commençais à gueuler un peu. J'ai appelé moi dans cette espèce, je lui ai dit, tu sais quoi, il y a Baffy, il a fait, jamais il m'invite à son truc, là. On t'avait invité au dîner. Oui, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, tu sais, tu me donnes ça, je prends ça. Mais tu regardes les extraits ou tu regardes les émissions de A à Z? Je regarde d'abord les extraits et quand je vois que l'invité me plaît, je regarde l'émission entière. Qui t'a plu? Thierry Lhermitte, j'ai beaucoup aimé. Génial. Didier Bourdon, j'ai beaucoup aimé aussi. Non, mais il n'y a que des gens bien. Oui, en fait, ouais. Alors, tu es né à 23 juillet comme Daniel Radcliffe, Monica Lewinsky, Claude Barzotti et Recep Tayyip. Putain. Parmi ces personnes... Erdogan, non? Pardon? Recep Tayyip Erdogan. Erdogan, ouais. Erdogan, il est né le 23 juillet. Ouais. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Erdogan. Ça y est, j'ai perdu toute la communauté. Mais tout ça, elle me suivait pas, donc tant pis. Non, c'est le président turc. C'est le président turc qui n'a jamais reconnu les loups gris ni le génocide arménien, qui n'a rien reconnu du tout. Non, alors, et toi, tu te sens proche de lui? Physiquement, parce qu'il était proche des Arméniens. Physiquement, je parle. Mais Lewinsky, putain, c'est les souvenirs. Lewinsky, il y a combien d'années qu'elle a fait ça, elle? Elle n'est pas morte? Non, elle a pris le cigare. Oui, je crois qu'elle... C'est Clinton qui a morflé physiquement. Vous l'avez vu? Ça s'appelle la vieillesse, après il y a la mort. Il a été président il y a plus de 20 ans quand même. Il y a plus de 25 ans même maintenant. 30 ans, donc alors pourquoi, explique-nous ta proximité avec Erdogan, qui est quand même classé dans le club des dictateurs, non? Oui, c'est vrai. En fait, les dictateurs, ça dépend de quel côté tu te mets. Hein. C'est toujours pareil, les dictateurs. Mais non, lui, il est pas gentil avec nous. Hein. Lui, c'est vraiment pas un sympa. Mais bon. Alors, tu es né le 23 juillet 1976 à Perpignan. Ton père arménien était vendeur de pneus et ta mère d'origine allemande était secrétaire aux jeunesses hitlériennes. Exactement. Elle a arrêté parce que, par rapport à l'histoire, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais... C'est ce qu'a dit ton père pendant sa nuit de noces. Exactement. Putain, en fait, les autres invités, ils ont des questions profondes. Et moi, on parle de ma mère qui se fait pénétrer. Mais c'est vrai que c'est marrant. Quelle sorte d'enfant étais-tu? J'étais un putain d'enfant sans intérêt, ennuyeux, bosseur, j'ai jamais été bourré, jamais j'ai volé la voiture de mon père. Enfin, tu vois, je bossais et je faisais du sport. Voilà, c'était ça ma vie. J'ai une sœur qui est assistante sociale et qui a 50 de moins que moi maintenant. Donc tu es le seul à avoir réussi dans la famille. Exactement. Mais je pense que putain, je pense que quand je vois le boulot qu'ils font, putain, c'est quand même dingue. C'est vraiment. Oui, c'est des héros de l'ombre. C'est les gens qu'on applaudissait il y a 5 ans et dont on se fout maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Tu voulais faire quoi? Tu avais des rêves? Ouais, je voulais je voulais faire ça et être criminologue. Mais tu as fait des études de criminologie. Parce qu'on est de la même génération. Nous, il y a 2 films qui nous ont marqués. Ma génération à moi, c'était Top Gun. Silence des agneaux. Ou Silence des agneaux. Top Gun, soit tu devenais joueur de volley gay, puisque tu regardes le Top Gun, c'est vraiment... Quand tu regardes le match de volley de Top Gun, c'est un truc de malade. Et après, il y a eu le Silence des agneaux avec Jodie Foster et ce tueur. Bac scientifique, un DEA en sciences criminelles, et malgré ce penchant pour les serial killers, tu deviens avocat. T'as pas exercé longtemps? Non, j'ai fait 4 ans de droit, 2 ans pour être avocat. Après, j'ai arrêté les études, j'ai pas passé le barreau, puisque j'ai fait des études de criminologie pendant 3 ans. Et le jour où j'avais ma plaque dans les mains pour dire, vas-y, là, j'ai craqué, je me suis dit, il faut que je parte à Paris. Et donc, je montais à Paris, faire le con dans des comédie-clubs, des cafés-théâtres. À l'époque, il n'y avait pas de comédie-club, dans des petits cafés-théâtres. Et puis voilà, T'écrivais tes textes? Ouais, mais attends, je montais sur... C'était quoi ton premier sketch? La jungle. C'était au Moloko. Tu te souviens le Moloko? À Paris, à Pigalle. Ouais. Et je montais, je montais. Alors, on va faire comme si on était dans la jungle. J'avais une peluche. Toi, tu vas faire le bois. Toi, tu vas faire Tarzan. Et je donnais des rôles, en fait, tu vois. Et c'était du Club Med. Et j'avais l'impression d'être... et c'était marrant, moi je m'éclatais. Maintenant, si je regarde ça, je me dis, waouh, il faut upgrader un peu. C'est les débuts. C'est les débuts. Je regrette rien. Dans ma vie, je regrette rien. Mais qu'est-ce que c'était bien. Et c'était au chapeau. Et tu gagnais, quand tu avais 20 €, tu rentrais chez toi et tu avais l'impression de...
Et tes parents, ils étaient inquiets du fait que tu abandonnes des études très très sérieuses pour un métier de saltimbanque? Ils m'ont pas parlé pendant 1 an, ça a été compliqué. Ah ouais? Et puis un jour, au bout d'un an... C'est vrai? Ouais, non mais vraiment. Ils ont fait le deuil. Il faut tuer ses parents. Qui se casse les couilles, ils vendaient des pneus. Et l'autre, elle vendait Mein Kampf. Non. Mais non, mais ils avaient tellement investi dans mes études, Pusher, les appartements à Toulouse, à Montpellier, pour faire les études. Même moi, si mon fils me fait ça serait bien. Et puis mon père, un jour, il a vu mon nom au générique d'un gars et une fille. Et tu sais, les Arméniens, on repère les Yan sur les génériques. Ouais. Et quand il a vu ça, mon père, il a reçu plein de... Voilà, tous les noms finissent par Yan. Yan. Ça veut dire fils d'eux, en fait. Mais il voulait être fier. Hein. Il était fier. Voilà, là, c'est tout. Bon, il a réussi. Alors que j'étais... Ton père t'appelle comment à la maison? Hein? Fils d'eux, il t'appelle comment, ton père? Mon père, comment il m'appelle? Il m'appelle Anne Batté. Mais tu te rappelles pas, tu avais fait une promo chez Ardisson. Ah, il m'appelle. Ah oui, comment je t'avais dit qu'il m'appelait? Fils de pute. Fils de pute, il m'appelle. Fils de pute, il m'appelle, ouais. Et qu'est-ce que je t'avais répondu? Elle était géniale cette vanne. Attends, qu'est-ce que tu m'avais répondu? Merde. Ça avait fait beaucoup rire Patrick Bruel. Oui. Oh. Ils ont ressorti l'émission en plus. Bon, en ce moment, comme il revient un peu dans l'actu, Patoche. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Raconte-le. J'ai dit, ton père, peut-être, il a des infos que t'as pas. Ouais, Alors, tu démarres un peu les sketchs et tout, et puis tu es sur l'émission Un gars, une fille. Comment t'as trouvé ça? J'ai eu la chance de rencontrer, c'était le compagnon d'Isabelle Camus, qui était la productrice, qui a fait la musique. Il s'appelait Frédéric Lerner, qui faisait et je faisais les saisons dans le sud. Moi, je gagnais ma vie en animant des karaokés dans le sud de la France, à côté de chez moi. Et ce mec-là m'a dit, le jour où tu montes à Paris, je te mets figurant sur Un gars, une fille, et ça te fera gagner Alors, tu as été plus que figurant, tu étais un rôle, mais on te voyait de dos. Ouais. Tu n'étais jamais filmé. Si tu avais été beau, il t'aurait mis à l'image? Non, parce que j'étais moche. Hein. Putain, tu regardes la figure que je faisais, la gueule que j'avais. Mon Dieu, je regarde les images, je fais, c'est moi ça? Et en fait, j'ai fait un épisode qui s'appelait La file d'attente. Je m'en souviens toute ma vie. Et à la fin, je reprends mes affaires. J'avais croisé à peine Jean et Alex, tu vois, mais je sais pas. À l'époque, t'avais 3 chaînes de télé et Un gars, une fille, c'était la Champions League. Et je passe devant une porte et il y a marqué casting taxi. Et je sais pas ce qui me prend. Je tape. Et le mec me dit oui. Et je viens pour le casting. Il dit, mais vous êtes qui? Je donne mon nom. Il dit, vous êtes pas. Il dit, ouais, mais ça vous dirait pas d'avoir un accent un peu dans votre série? Et le mec, il me dit, vas-y, on tente. Et le lendemain, j'étais sur le rond-point de l'Étoile en train de faire ça. Et à partir de là, tous les rôles non récurrents, c'est-à-dire pas j'étais chauffeur de taxi, pilote de montgolfière, j'ai été pris là-dessus. Et donc voilà, et ça m'a fait vivre pendant 4 ans. Et ça t'a aidé pour la suite quand le succès est devenu très populaire? Elle était déjà super populaire. Moi, ça m'a aidé à payer mon loyer à Paris, à continuer à faire mes sketchs de la jungle dans des comédie clubs. Bon, ensuite, tu te lances dans le One Man, aidé par Kader Aoun, avec lequel tu travailles toujours. Ouais. Aujourd'hui, le gourou du rire, qui était un peu impliqué dans l'affaire comique. Il a été emmerdé par ça. Même moi, j'ai eu un copie comique. Et ça m'a fait rire parce que un jour, je me lève et j'ai des potes qui me disent, t'as un copie comique. Et là, je regarde le truc et je dis, tiens, marrant. Il y avait 4 extraits, tu sais. Une meuf des années 80, bon, le hasard, et 3 personnes qui avaient fait mes premières parties. Je dirais pas qui, il suffit de regarder. Et dans ce cas-là... Mais toi, tu as été copié, tu n'as pas copié. Si, c'était... Alors, on m'accusait d'avoir copié. Ah, parce qu'on t'a aussi copié. Oui, on m'a aussi copié. Les mêmes mecs qui... Enfin, bref. Et un jour, je suis invité à une émission, en direct. Et l'animateur me dit, je sais plus quelle émission, me dit, la journaliste, elle va venir t'emmerder sur copie comique. Je dis, vas-y, c'est pas grave, vas-y, qu'elle m'emmerde. Et donc, elle me dit, alors vous êtes accusé d'avoir copié tout ça? Je suis tout à fait, ouais. Mais je dis, mais avant de remettre ça, est-ce que vous avez vérifié le dépôt des textes? Elle fait, pardon? Et je dis, parce que vous êtes en train de dire que j'ai copié ces personnes. Donc, est-ce que vous avez comparé le dépôt des textes? Vous êtes journaliste, donc vous avez vérifié vos sources ou pas? Et là, il y a un silence. Elle fait, non, mais parce que moi, je me base sur la vidéo. Je dis, ouais, mais là, quand même, vous tapez ma réputation. Donc, en fait, ces personnes-là ont fait mes premières parties. Et ce qui me fait chier, c'est pas tant qu'ils aient copié, parce que c'est pas très grave, on s'en fout, en fait. C'est qu'avec ces blagues, ils soient pas devenus super célèbres. Mais avant de se faire prendre la main dans le sac, ceux qui ont copié, c'était dans les années 2000, avant, tout le monde savait que des gens traduisaient des comiques américains et se servaient parce qu'il n'y avait pas de
de problème à l'époque. C'était monnaie courante. Bah alors moi, mes blagues avec la jungle, je te raconte pas, personne copiait ça. Enfin, c'est pas, tu pouvais pas copier au Club Med. Le Madénian, il a piqué la blague. Mais apparemment, ouais, il y a eu des. Mais tu sais, quand, par exemple, ils ont emmerdé Gad Elmaleh, ou Jamel Debbouze, mais quand tu vois les carrières de ces gars-là, quand tu peux pas résumer la carrière de ces gens au fait qu'ils aient piqué 4-5 blagues, ça n'existe pas, quoi. Tu trouves que tu as fait une grande carrière? Non. C'est quoi ton niveau de popularité en France? Imagine par exemple si Chloé allait dans Paris, qu'elle montre ta photo, les gens diraient quoi? C'est les gens qui me croisent, ils font. Et ils disent quoi? Ben, ils s'arrêtent, ils se disent ce mec-là, je vois sa gueule. Ok, tu ne sais pas ce qu'ils disent. Ouais. Roman, montre-lui ce qu'ils disent les gens. Oh non, sérieux. Ah, c'est Chloé, hein, c'est pas nous. Hein. C'est Chloé dur qui est allée dans. Ça va faire mal? Non. Bah oui. Tu réagis à la fin. Oh non, vous avez fait ça. Attends. Ok. Vous le reconnaissez? Oui. Benoît Madénian? Il est hyper connu. Pas chez les jeunes, apparemment. Non. Jonathan Cohen. Manu, sur Énergie, c'est ça? Ok. Cyril Lignac. Moussada, ça me dit quelque chose. C'est pas Redouane Bougueraba? C'est lui? Moustapha El Atrassi, c'est ça? Thomas VDB. Ouais, c'est ça. C'est lui. Ouais. Il me fait penser à Hakim Gemini. C'est ça. T'as vu le truc, espèce de connard. Il est très très connu. Hein. Peut-être, je le connais pas. Il est super connu quand même. Oui, peut-être, mais je sais pas qui c'est, donc je vous crois qu'il est connu, mais... Mathieu Kassovitz. Ah voilà. C'est ça? Ouais. Ok. Vous le reconnaissez? C'est Mathieu Chédid. Laurent Gérard? Non. Laurent Gérard. Un petit mot pour Laurent Gérard? Continue de nous faire kiffer. Ouais. Oh putain de merde. C'est pas une leçon d'humilité? C'est très marrant. Ouais. Mais de toute façon, je sais pas si ça te le fait à toi aussi, mais on est jamais, on est toujours l'inconnu de quelqu'un de toute manière. Si, ça lui fait aussi, hein, je te le dis. C'est moi là, Il y a des gens qui trouvent pas mon nom, ils me font Ardisson. Je te raconte une histoire. J'ai tourné un film une fois avec Patrick Bruel et Sophie Marceau, un film pas bon. Et j'étais chauffeur de taxi. Et donc j'arrive, j'avais une journée. Comment il s'appelait le film? Un film pas bon. Un film pas bon, et elle a une maladie, c'est qu'elle est nymphomane. Et Sophie Marceau. Je sais pas, ça s'appelle, je sais, tu veux ou tu veux pas. Ouais, tu veux ou tu veux pas. Et j'arrive sur le plateau. Et moi, un film de Elle est morte, Tony Marshall. C'est une blague. Tu veux ou tu veux pas avec Patrick Bruel. Mais c'est pas une blague. C'est une vanne. J'arrive comme ça sur le plateau. Et là, Patrick Bruel me voit, il fait, devant tout le monde, il fait oh, on se connaît pas. Et moi, si, il t'a vu sur le plateau télé. Mais écoute bien. Ardisson. Mais on sait. Et là, et je fais oh. Et là, il me regarde, il fait Bruno. Et comme un connard, au lieu de faire, moi, je m'appelle pas Bruno, je fais Patrick. Et pendant une journée, je me suis appelé Bruno. Et les gens qui savaient que je m'appelais Mathieu se disent mais pourquoi ce con, il se laisse parler Bruno? Tu vois, et il a jamais su que je m'appelais Mathieu. Et la peur que j'ai eue, c'est 6 mois après, moi, je suis chez Drucker en chroniqueur, et il vient faire la promo du film. Et là, je me suis dit, mon Dieu, là, il va s'apercevoir que je m'appelle Mathieu. Il va dire, il est taré. Je te jure, il est arrivé sur le plateau, il m'a même pas reconnu. Il a fait bonjour. Il sait même pas que j'étais dans le film. C'est ça, en fait. Bruno. Alors, tu as fait plein de participations un petit peu partout. Tu as fait de la radio, tu as fait de la télé. Vraiment, tu étais une petite pute du showbiz à l'époque. Exactement. On t'a vu chez Morandini. Tu as réussi le casting ou tu t'es branlé? C'était dur comme casting. Tu sais quoi? C'est la première personne à m'avoir donné ma chance sur Europe 1 à l'époque. Il bossait sur Europe 1 et je faisais des blagues pourries d'ailleurs sur la télé. C'était ridicule. C'était pourri. Maintenant je les regarde, je me dis oh là là, mais moi je m'éclatais à l'époque. Mais il m'a laissé ma chance à la radio, ce gars-là. Ouais. Ensuite Michel Drucker. Ouais. Tu t'es branlé devant Drucker? Déconne pas, il m'a appelé il y a pas longtemps. Putain, non mais réponds oui. Non, jamais. Bon bah voilà, dis-le. Je me branle pas, je me suis jamais branlé devant Michel Drucker. Voilà. Je sais que vous allez le couper, ça va faire le truc. Alors dis-le bien alors sans le coupe. Je me suis jamais branlé devant Michel Drucker. Et tu faisais une chronique, moi je te regardais, et ça t'a valu des moments de solitude parfois auprès de certaines vedettes, comme par exemple Sylvie Vartan. Putain, alors que
Alors que vous étiez un peu arméniens tous les deux. Mais c'était oui, je suis sorti, je l'ai fait. J'écrivais les blagues avec Stéphane Ribeiro, notre ami qui n'est plus là, qui était un génie de la blague et tout, et un mec incroyable. Qui écrivait pour Thierry Ardisson. Exactement, aussi, qui écrivait pour Thierry Ardisson. Très gentil garçon, un mec génial. Et oui, Sylvie Vartan, c'est une blague, c'est l'ex de Johnny Hallyday. Je lui sors. C'est vrai que quand vous sortez, c'est vous qui gardez Laetitia. C'est drôle. Pardon, mais c'est drôle. Et là, elle me regarde. C'est van de Stéphane Ribeiro, je te jure. Et moi, je l'ai dit, je le trouvais génial. Et elle me fait, vous trouvez ça drôle, jeune homme? Et tu connais Michel Drucker? Allez, on continue. Personne t'aide. Le public, c'est que des fans. Et pour détendre, là, t'aurais pu te branler devant Michel. Oui, c'est vrai. Mais le public, c'est que des fans de Stevie Vartan. Donc, t'es lâché. Otage, là. Et là, je me suis dit, allez, 5 minutes, tout seul, 5 minutes. Waouh. Mais il y a plein de trucs comme ça. Alors, et après, il y a eu des bons moments. Il y a eu des. Oui, mais c'est comme ça. Nous, ce qu'on aime, c'est les pires moments. Sylvie Vartan, c'était chaud. Il y a eu, il y en a eu quelques-uns qui assez déstabilisants. Mais en général, les grosses stars, c'était plutôt cool à faire parce qu'ils avaient ce recul. Une fois, on a eu Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. Ce truc, il a buzzé. Tout le monde m'en reparle encore. Blague écrite par Stéphane Ribeiro, encore une fois. C'était juste l'interprète. Et Michel m'appelle une semaine avant pour me dire, Mathieu, on a Johnny Hallyday et Eddie Mitchell. C'est quand même mollo. Parce qu'il savait que... Et je dis, ouais, Michel. Et donc, j'appelle Stéphane Ribeiro. Je dis, putain, il m'a dit d'aller aller mollo. Je dis, tu sais quoi? On va faire 2 textes. Un texte qu'on lui donne et le texte qu'on va faire vraiment. Et donc, je lui donne un texte tout pourri, avec des vannes de « Alors, ça va ?» Bon, on s'emballe. Et j'arrive, je m'assois, et là, j'attaque et tu l'as sur la vidéo. Lui, il a son papier, parce qu'il suit. Et donc, je fais une première, il fait c'est super marrant. Et comme il voit que ça marche, après, c'est parti. Mais c'était quoi les vannes? Les vannes, c'était... Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, alors il paraît qu'il y en a un qui est de gauche et l'autre qui a beaucoup d'argent. Donc déjà, ça commence à machin. Et je leur rentre dedans, qu'est-ce que je leur dis? C'est vrai que vos tournées, c'est... je me rappelle plus des blagues. On est allé sur le fait qu'ils se tapaient des meufs en tournée, qu'ils étaient alcooliques, qu'ils étaient... c'était, mais open bar. Et je me rappelle, j'avais tellement je m'étais éclaté. La chronique se termine. À la fin, les gens m'applaudissent. Et je perds ma voix. Et je finis, merci beaucoup. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et le soir, je joue en plus. Donc, t'es chroniqueur partout. La télé te nourrit et la télé t'a sauvé la vie. Ah oui, avec Charlie Hebdo. Raconte. Ouais. Je bosse à Charlie. J'écris des cartes postales. Parce que je me sentais pas aussi... légitime que ces mecs-là, parce que c'était des types qui avaient des avis sur tout, qui étaient politisés, qui étaient militants. C'était incroyable de les voir travailler, des Cabu, des Sharp, des Wolinski. C'était impressionnant à voir. Et Sharp, je sais pas pourquoi, il m'a demandé, et toute l'équipe me dit, vas-y, écris avec nous. Et moi, j'ai dit, les gars, je me sens un peu, je préfère vous écrire de loin. Donc, j'écrivais la carte postale de Mathieu Madénian. Et ce jour-là, on est le 7 janvier, je devais amener c'est le gâteau des rois de la rédaction. Je devais amener le gâteau des rois arménien et c'était tout petit Charles Aznavour à trouver. J'avais trouvé un petit santon de Charles Aznavour. Et la réunion était à 10h. Et je me lève ce matin à 9h j'ai mis ma télé qu'un collègue m'avait offert. Et la télé, elle commence à faire des grésillements, des machins. Et je sais que mon voisin au fond de la rue est travaillé là-dedans. Et je l'appelle. Et il vient me dire, oh putain, attends, pars pas, s'il y a un mauvais contact, on sait jamais. Donc laisse-moi, je viens. Et là, il vient, il a trafic. Et pendant qu'il a trafic, je vois les bandeaux, tir à Charlie Hebdo, machin et tout. Et j'appelle Charb à 11h en lui disant, ça sonne. Donc je sais pourquoi ça sonnait, qu'il répondait pas. En lui disant, je te préviens, si t'es mort, il n'y aura pas de gâteau des rois. Et là, je me rappelle ma mère qui m'appelle pour savoir si je suis en vie. Et là, je me suis dit, putain, c'est drôle de métier qu'on fait. Donc voilà. Mais j'ai pas réalisé ce truc-là. Mais moi, j'ai juste perdu des gens que j'aimais beaucoup, en fait. Tu vois, j'ai pas perdu Sharp, j'ai pas perdu Cabu, j'ai perdu des gens que j'avais pas... ça n'avait aucun sens. Ça n'a aucun sens de prendre des balles de Kalachnikov. Cabu qui a pris des balles de Kalachnikov dans la tronche. C'est inimaginable. C'est inimaginable, en fait, de se dire qu'ils étaient assis, ils ont vu ces mecs rentrer, ils sont levés, ils ont pris des balles. Un par un. Un par un. Et ils disaient... Les noms. Où est Charb? Où est Charb? Ils en voulaient à Charb. Et s'il y avait quelqu'un... Et les autres, ils en voulaient pas. Non, bon, putain, pas le vieux. Tiens, tu tires pas sur Cabu. Ça n'a pas de sens. Non, mais... Je suis encore bouleversé de t'entendre parler de ça. Et Charb était tellement... C'était tellement un mec gentil. Il m'avait proposé aussi Mais, putain... Regarde Charb dans les interviews, parce qu'il était attaqué, même à l'époque, le calme qu'il avait,
le poser comme il répondait de manière, c'était, je me rappelle quand je commençais à écrire Charlie Hebdo, ils étaient en dépôt de bilan, ça allait s'arrêter, et il m'a dit, je pourrais pas te payer. Ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on se fait un gueuleton. Et je lui dis, allez, on fait ça. Et je me rappelle quand on a le dernier gueuleton, il avait un garde du corps déjà à l'époque, et je sais pas pourquoi, on discute, il prend un vélo, il se barre et je vois le garde du corps. L'image que j'ai, c'est Sharp parti en vélo et son garde du corps en train de courir en lui disant « Attends, putain !» Et je dis « Waouh !» Et toi, t'as pas proposé une protection policière? Si j'en avais, j'ai arrêté pour ça. J'étais en tournée. En plus, moi, le problème, c'est que je signais... T'étais en scooter? Oui. Je signais Mathieu Madénian. Donc, tu tapais Mathieu Madénian, tu me repérais tout de suite. Et tu savais où j'étais. Donc, j'étais en tournée à l'Alpe d'Huez et j'avais des mecs avec des chiens dans la salle et la BAC dans la loge et on fouillait les entrées. Je dis, je peux pas faire ça. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et puis ça dépendait des fois. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle, c'est pas gay ce qu'on dit, mais bon, sur Internet, il y a la Darknet. Tu sais, on ne voit que 20 ou 30% d'Internet. Et le Darknet, t'as des gens dans la police qui ne passent leur vie dans le Darknet pour savoir ce qui se passe, machin. Et quand il y a ton nom qui passe trop, il y a un truc, c'est un peu bizarre. Et donc, des fois, je me levais devant chez moi et j'avais un bus de CRS. Ou alors, en tournée, j'avais une protection encore plus importante que d'habitude. Je dis, putain. Et le jour où j'ai arrêté, ils ont fait une couverture sur Erdogan. Où tu le vois soulever une jupe et mettre la main au cul. Et là, Erdogan lui-même a dit, tous les gens qui écrivent à Charlie Hebdo sont maudits, machin et tout. Et là, je me suis dit, si ces mecs-là repèrent que je suis arménien et que je prends une fatwa dans la gueule, les fatwas, ils te retrouvent, les gars. Et c'est là que j'ai dit, j'arrête. Et j'ai arrêté. J'aurais dit, les gars, c'est pas... Alors, regarde, l'écrivain, ils l'ont eu au bout de... 20 ans, 30 ans, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça s'arrête pas, en fait. Comment il s'appelait, l'écrivain? Salman Rushdie. Je dis, c'était chaud, quoi. Pour des blagues, hein. C'était incroyable. Mais bon, c'était des mecs super. Et c'était des mecs gentils parce que des mecs comme Cabu, Sharp, le premier truc qui te demandait, tu vas bien? Et moi, je disais, ouais. Non, mais vraiment. Tu sais, on se demande si Cabu, Volinsky, ils nous ont... Moi, je suis beaucoup plus vieux que toi. Et moi, ils m'ont construit. C'était Harakiri, Charlie Hebdo. Et pourquoi t'as pas bossé avec eux? Parce que le planning était compliqué, parce que j'étais débordé, mais je savais que c'était gratos, j'avais dit oui. Parce que les réunions, c'est le matin et que tu te lèves pas le matin, voilà, c'est ça tout. Aussi. Et puis je leur avais dit, moi là, j'ai une idée déjà, je vais faire une chronique. Première chronique que je vais faire, je voudrais qu'on imprime des faux billets de 500 €. Mais j'étais partant. Mais c'était des vrais punks. Ouais. Tu vois, c'est pas des punks c'était des vrais punks, c'était des vrais artistes, ces gars-là. Ouais, voilà. Et il faut continuer à lire Sharp. C'est inimaginable que ces gens-là ne soient plus là, qu'ils soient fait assassiner par des terroristes. C'est inimaginable. Je te jure que quand on m'a dit, putain, ça va, quand t'en parles, t'as l'air... Parce que je ne réalise pas. Je continue à lire, je continue à avoir les messages de Cabu sur mon téléphone, les messages de Sharp, le petit dessin qu'il m'a fait. Je lis les fatwas de Sharp, tu sais, les petits bouquins qu'il a fait. Lisez-les, c'est génial, c'est tellement marrant, c'est tellement moderne actuellement encore. Et il y a des unes de Charlie Hebdo qui t'ont choqué ou qui te choquent encore maintenant? En fait, le problème tu penses les bronzés, les bronzés font les brûlés font du ski. C'est compliqué parce que c'est comme les gens qui disent je suis Charlie. Moi, je suis Charlie, mais pas je suis Charlie. Je suis le chemin de ces gens-là. Et ces gens-là, c'était liberté d'expression. C'était on fait des dessins. Ça peut ne pas être marrant. Des fois, ça l'est pas. Des fois, c'est déplacé. C'est ça. Normalement, c'est le talent qui doit être au centre de l'image. Et quand c'est la surenchère qui est la vedette, c'est plus drôle. Je suis d'accord. Ou la première idée. Tu sais ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? La fausse bonne idée. La fausse bonne idée ou la première idée, c'est jamais la bonne. Je pense que les brûlés font du ski. Tu l'aurais eu sur Twitter. Le premier connard un peu aurait fait ça. Voilà. Oui, un pote qui t'envoie ça en te disant on peut le montrer à personne, mais nous, on s'envoie une connerie. Et oui. là, tu fais c'est dégueulasse. Ouais. Voilà. Mais eux, c'est ça un peu. Ça a été là. Après, il y avait des unes qui étaient plutôt belles. Mais il y a des unes qui étaient plutôt belles. Et moi, j'adorais le dessin de Sharp, en fait. Bon, oublions l'émotion. Mais c'était cool d'en parler. Mais ouais. Mais j'ai revu les... Tu sais, ce qu'ils disent les gens, quand c'est pas ton heure, souvent les gens disent ça.
Bah toi, c'était pas ton heure. C'était pas mon heure. La télé a déconné et ça t'a sauvé la vie. Ouais, mais ça m'aurait fait bizarre de partir pour... J'ai relu... Ah, il y a un truc qui est très beau. Il y a Renaud qui écrivait et qui faisait des petits billets. Je me souviens. Eh bien, ils ont ressorti les petits... dans un petit livre, les petits billets de Renaud. Qu'est-ce que c'était bien ça aussi. C'était vraiment un moment dans l'histoire de l'humour français qui était agréable à vivre. Je l'ai vécu. Donc tu fais un duo après avec Thomas VDB qu'on adore ici, c'est un peu aussi notre idole, ce mec est totalement barré et votre duo, il marche super bien parce qu'il y a une complémentarité, il y a deux univers différents, l'autre il est derrière toi pour dire de la merde et vous répondez en disant n'importe quoi, ça nous manque ça. Ouais, moi aussi. C'était déjà Thomas est un vrai comique. Par rapport à toi, tu veux dire? Ouais, parce que je sais, les haters vont dire ouais, par rapport à toi, donc tu as raison de le dire. Ouais. Mais on vit dans un monde, c'est François Morel qui avait fait une chronique assez bien, qui disait il y a de plus en plus d'humoristes et de moins en moins d'humour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de comiques. Il y a de moins en moins de vrais comiques. Je te jure. Mais il y en a tellement. Mais des vrais comiques. Mais je sais plus ce que c'est, tu m'as perdu là. C'est quoi un vrai comique? Un vrai comique, c'est quelqu'un qui est drôle, qui fait rire. Exactement. Eh bien, tout de suite. Et on enlève le côté humain. Est-ce que c'est un con, est-ce que c'est pas un con? T'as des vrais comiques. Mais tu trouves qu'il y en a moins, toi? Ah ouais. C'est devenu un sport de mec pas marrant. Hein. Non, moi, j'ai vécu ça dans les années 90, quand les producteurs se sont rendus compte que produire un comique ne coûtait rien, une chaise, un micro, et je trouve qu'il y a eu énormément de mauvais comiques, et le temps a fait son travail. Ah, tu crois que maintenant, ça s'est épuré? Et moi, je trouve... On fait les mêmes tournées. Ouais, c'est vrai. On fait les mêmes tournées. T'as vu les gens? Il y a des noms que je connais pas. Alors évidemment, Roman me traite de vieux, de boomer. Non, t'es pas un boomer. Comment tu connais pas lui? Bah non, je connais pas tout le monde. Mais vraiment marrant, avec des vraies blagues. Je te parle de vraies blagues. Je suis un connard en parlant comme ça. Peut-être que je les ai pas et que les gens qui regardent me diront ah mais non, on a vu ton spectacle et tout. C'est pas ouf. Mais il y a beaucoup de bons quand même. De moins en moins. Ok. Et c'est un sport. Attention, c'est un sport de gens pas marrants et on vieillit mal. Sors-moi des gens qui font. Après, on revient à Thomas VDB, qui font ce métier et qui ont 55 ans, qui font que ça et qui sont encore là. Il y en a très peu. Bah là, ça me vient pas. Foresti, Chevalier du Fiel, Magdan, Gad Elmaleh, Muriel Robin. Et encore, elle fait autre chose, elle fait de la comédie. Mais c'est l'humour, la scène, on est vite dépassé. Déjà, là, dans ta liste, il y a des gens qui me font pas rire. Mais c'est des vrais clowns. Des vrais comiques. Je suis désolé, Foresti, c'est une vraie comique. Gad, Foresti, c'est un vrai comique. Ben oui, non, je suis d'accord. Chevalier du Fiel. Moi, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire. Ouais. Mais il y a un truc qui est bien, c'est que c'est des vrais comiques. Moi, ils produisent trop. Il y a trop de choses. Ils écrivent en 8 jours, ça n'arrête pas. Et Thomas VDB, pour dire Thomas VDB, c'est un vrai mec marrant. C'est-à-dire que si tu n'avais pas de caméra et s'il n'y a pas de micro, il ferait les mêmes conneries. C'est des gens qui ont la connerie. C'est tellement agréable d'être avec des gens qui ont la connerie. Ouais, puis il a un univers incroyable, Thomas. Et puis c'est un mec. Tu sais, on fait un métier où on nous dit je joue la comédie ou je joue ce soir. Eh bien, les gens, ils oublient qu'on joue. C'est un jeu. C'est un putain de jeu. C'est pas un travail qu'on fait. En 2025, c'était chiant. Hein. Ouais, je me suis aperçu là. Putain. En 2025, tu deviens papa. Ouais. Et tu décides d'arrêter de jouer les enculés de service pour devenir bienveillant. Si, tu as dit... J'ai dit ça? Oui, tu as dit, j'ai l'article en tête, tu as dit, même si l'enfant n'est pas de moi, je l'aimerais comme mon fils. Oui. Tu l'as dit. Quand on me demande... Oui. Oh, putain. Non, mais non. Je suis... ouais. Le bébé? T'es devenu papatard. Ouais, je suis devenu papatard. Mais c'est pas tant ça, c'est que je me suis aperçu à quel point, avant, j'étais un con. Avant, un con, pas auto-centré sur moi. Le personnage principal de ma vie, c'était moi. Quand j'ai eu le petit, je me suis dit, mais en fait, attends, mais c'est lui, en fait. Eh oui. Et je me suis aperçu que tous les choix que je faisais, c'était que par rapport à moi. Moi, je n'ai jamais été auto-centré, parce que moi, je savais que les autres étaient plus importants que moi, et moi... Cette réputation-là, tu donnes. Mais c'est ça d'être père aussi. Moi, j'étais papa 4 fois, donc je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, moi, alors, tu l'as vu. Puisque c'est le centre du monde, les bébés. Mais exactement. Et là, ma vie,
mais tourné. Le côté avant j'avais un problème de il réussit mieux que moi. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Tu vois, on a tous ce truc-là. On veut tous être mieux que au lieu de se satisfaire. Eh ben là, ça. Pourquoi un flic court derrière mon vélo? Exactement. Ça guérit en fait. Ça soigne un peu, je pense. Et bizarrement, comment s'appelle ton fils? Milo. Milo, tu n'as aucune charge affective. Je l'aime pas. C'est ça qui est terrible. C'est que il y a rien qui se passe. Je le regarde. Je me dis. Tu as même été jusqu'à lui couper les bras pour aller au bout de la vanne. Exactement. C'est-à-dire que si là on me dit il disparaît, ça. Non, c'est mes limites. Non. Je voulais savoir. Tu m'as eu. Je voulais savoir. Non, touche du bois. Il a 2 ans et demi maintenant. Ouais, 2 ans et demi, c'est une bombe. Il est super. Non, mais sans déconner. Tu es sûr de ton explosion après tout ce que tu as vécu? Oui. Il est pas mal. Ouais, il est pas mal. Tu es divorcé? Non, je suis toujours avec la maman. Tu vas divorcer? Oui. Je l'ai eu. Elle veut te parler. Chérie, il faut qu'on parle. Olivia, ton dernier spectacle s'appelle À pleurer de rire. C'est ambitieux. Ambition? Ouais. C'est ambitieux. Oui, les gens, ils se marrent. Oui, mais en fait, j'ai pas fait exprès parce que tu sais, j'ai mis à pleurer de rire parce que l'affiche était comme ça et il y avait le petit qui pleurait et moi qui rigolais et je me suis dit, c'est à pleurer de rire. Et après, je me suis dit, ah putain, il faut que le titre soit à la hauteur du spectacle. Mais j'ai pas fait, je me suis pas dit, tiens, c'est parce que le spectacle est à pleurer de rire. Tu commences en chauffant un peu la salle. Ouais. Je m'adapte à la salle dans laquelle je suis en général ou la ville. Tu fais avec le marché du jour? Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que quand j'étais petit, j'allais voir beaucoup d'humoristes et je me disais chaque fois, à Perpignan, je me disais, dire que hier, il a fait la même chose à Montpellier et il fera la même chose demain à Toulouse. Et il y avait un côté, moi, qui me disais, putain, c'est merde. Je pensais être unique pour ce gars-là ou je m'étais dit ça pour les inconnus, je me souviens. Parce que je me suis dit, c'était vraiment sketch noir. Il y avait vraiment. Il y en avait qu'un sur les 3. Oui, c'est vrai, oui. Et encore. Et donc, maintenant, ouais, je m'embête. Et puis, c'est un spectacle vivant. Tu sais, t'es sur scène autant que moi. C'est répéter toujours les mêmes conneries. Non, c'est bien le marché des jours. Oui. Moi aussi, je fais de l'impro, mais j'ai des vannes qui reviennent et puis j'en trouve des nouvelles. Voilà. Tu trouves que les antisémites jugent trop globalement les juifs? C'est dans ton spectacle. Hein. Je dis quoi? Qu'est-ce que je dis dans le spectacle? Que les antisémites... Ils jugent trop globalement les juifs. T'as oublié ton texte? C'est quoi la suite de la vanne? Putain, je sais même plus ce que je dis. Aide-le, Roman. Bah non, mais tu dis que les juifs dominent le monde, les juifs ont de l'argent, les juifs... C'est un peu généraliste. Je pense que les juifs... C'est un sosie qui joue son spectacle. Mais c'est marrant, il y a une vanne d'un humoriste américain qui disait ça, qui était juif, qui disait « On dit que les juifs contrôlent les médias, c'est pas vrai. Parce que si les juifs contrôlent les médias, dans tous les médias, ils diraient qu'ils ont des grosses bites. Dans tout. Ils diraient, regardez, les juifs ont des grosses bites, les juifs ont des grosses bites. » Donc ça prouve que les juifs ne contrôlent pas les médias. Je pense que, s'ils se freinent dans la gueule, les juifs, ils contrôlent les médias, mais mal. Hein. S'ils les contrôlent, c'est mal, hein, quand même. Putain. Et puis si on leur coupait pas un bout, peut-être ils auraient des grosses bites. Peut-être. Ça compte, ça? Tu crois que ça prend de la place? Montre-nous, Roman. T'es juif? Oui. Oh, merde, je suis désolé. Je vous garde quand même. Salomon. Bon, tu parles de l'idée que tu as sur le changement de sexe. Oui. Quand les individus changent de sexe. Oui. Et tu te justifies de ne pas avoir envie de sucer la bite de ta femme. Exactement. C'est quoi ce raisonnement-là? Ah putain, tu fais des raccourcis. Oui. Vous êtes des enfoirés. Non, déjà, je dis que le changement de sexe, là, c'est tabou d'en parler, mais dans notre métier d'humoriste, c'est s'interroger ce qui sera tabou plus tard par rapport à ce qu'on vit nous maintenant. Toi-même, t'as pas compris ta phrase. Ouais, je sais. Putain, mais c'est plus clair sur scène. Non, c'est ma femme, ouais. Tu trouves que c'est tabou d'en parler? Non, mais c'est tabou d'en rire. Tabou d'en rire. C'est tabou d'en rire parce que... Parce qu'il y a de la souffrance derrière tout ça aussi. Je pense que oui, évidemment. Et puis attends, il y a un côté... Après, c'est parler de l'humour, il n'y a rien de pire que de parler d'humour, mais est-ce que c'est une telle minorité que est-ce que c'est pas un peu facile de leur taper dessus ou de faire des blagues dessus? C'est la question. Et d'autres humoristes diront, mais il faut faire des blagues sur tout. Je sais pas quoi dire. Eboué fait des blagues là-dessus. Il dit que celui qui a changé de sexe pour devenir femme et qui change d'avis, il peut pas retrouver sa bite dans les poubelles. Après, je sais plus ce qu'il raconte. Ouais.
Comment t'en arrives à parler de la bite de ta femme alors? Parce qu'on regardait une émission de Faustine Bollard qui s'appelait et il y avait un mec qui avait changé de sexe et qui était sa femme avait changé de sexe et ils étaient restés ensemble et le mec qui était resté mec dit à propos de sa femme qui avait changé de sexe dit je suis resté avec lui parce que je suis tombé amoureux de son âme et pas de son corps. Et vraiment, tu sais, moi je dis qu'est-ce que c'est beau. Et ma femme, je vois sa tête se tourner vers moi. Et à ce moment-là, je me dis, putain, et c'est parti. On met la pièce et on y va. Et là, elle me dit, et moi, Mathieu, si je change de sexe? Et pendant 1h30, j'ai dû me justifier de pourquoi je voulais pas sucer la bite imaginaire de ma femme. Parce que à la base, ce qui m'a plu chez elle aussi, elle avait pas de bite. Et ça fait partie de son charme. T'es sûr? Si elle voit ça, putain, les gars. Appelle Olivia. Non, juste une question. Sérieux? Ouais. Attends. Elle doit dormir. Elle dort. À cette heure-là? Mais quelle heure est-il à ma montre RTL? 18h. La réussite sociale? Mathieu? Tu as gardé la montre? Attends, on va l'appeler, tu vois. Il est 18h23. Et elle dort. Attends, tu vois, elle va passer. Mets-le au parleur. Bébé? Allô? Bébé? Oui? Ça va, bébé? Allô? Bébé? C'est qui? Bébé, c'est Lolo, c'est Laurent Buffy. Ça va? Ça va, Olivier? On se connaît pas, on s'est jamais vu, nous. Ben oui, non, on s'est jamais vu. Alors, je suis en interview avec Mathieu, Ouais. et puis il développait l'idée qu'il n'avait pas envie de te sucer ta bite imaginaire. Oui, exactement. Pour ma plus grande tristesse, franchement. Parce que toi, tu voudrais qu'il suce ta bite imaginaire? Je trouverais que oui, ce serait la moindre des choses, quoi. Sinon, on n'a rien à faire ensemble. Je suis la bite imaginaire, Mathieu. Bon, quand est-ce que tu rentres? Tout à l'heure. Je peux pas te parler, il est en face de moi. C'est compliqué. Bisous, bébé. Ciao. Tu parles des gens qui font un gosse pour sauver leur couple. C'est vrai que ça se fait pas mal, ça, non? De plus en plus. Il dit c'est comme si ta maison elle crame et tu te dis si on faisait un barbecue parce que vraiment c'est moi avec ma femme on s'est dit les 2 premières années on ne se sépare pas, c'est comme ça et t'as 1000 occasions de te séparer, c'est tellement tu dors pas, t'es à cran, tu veux dire moins. Avant le gosse, avant d'avoir un enfant? Non, non, à partir du gamin. Ah ouais, dès que t'as le gamin, ça t'a pas fait ça toi? Comme t'as plus de nuit. Ouais. T'as plus de nuit, donc ça la moindre petit truc. Et moi, je sais que... Et là, ça s'est calmé, mais c'est compliqué. Hein. Je comprends qu'il y a 40% des couples qui divorcent dans les 2 premières années. Et puis toi, t'avais pris le coup d'aller au bois pour sucer des bites réelles. Exactement. Et ça, c'était compliqué. Ton enfant, tu l'as eu tard. Donc à quel âge? 37? 47. 47. Non, mais à 47 ans, t'es peut-être moins... Ça m'a tué. Plus facilement fatigué qu'à 30. Tu sais que quand on faisait la sieste, je me mettais à côté de lui, c'est quand je me levais, mes os craquaient, tu sais, et ça le réveillait. Et à ce moment-là, tu te dis, putain, c'est chaud. C'est très chaud. Et là où je me suis vu, je crois que dans le spectacle, je l'ai rajouté, je sais pas si tu as vu, mais là où j'ai pris un coup, c'est qu'on avait installé un miroir dans la douche. Tu sais, sa mère, elle est très éducation positive, machin. Et pour que l'enfant prenne conscience de son propre corps. Ouais, prends-moi pour un con. Ma parole. Et je me suis vu de dos. Est-ce que tu as vu ton cul? Déjà. Pas depuis longtemps. Eh ben, putain, regarde ça. Mais c'est horrible. Je me suis vu de dos et j'ai vu mon cul. Non, mais sois honnête, le miroir sous la douche. Ma parole d'honneur. Elle a mis un petit miroir. Et en fait, avec le reflet, tu vois ton cul. Le petit, c'était à hauteur. Mais vous n'avez jamais fait des trucs sous la douche avec Olivia pour vous regarder? Non, jamais. Jamais je me regarde. Rappelle-la. Non, on va pas regarder. Jamais. Tu as fait ça, toi? Et c'est quoi le problème que t'as avec ton cul? J'ai pas un miroir dans ma Mais c'est dégueulasse, j'ai pas de cul. Parce que, alors, je t'explique. Comme la plupart des mecs. Quand il s'est passé... Non, Mathieu, lève-toi. Non, mais je te jure que j'ai pas de... Baisse ton pantalon. Non, copain. Oh, Mathieu. C'est bon, non, truc. J'ai pas de cul. Fais voir ton cul. Non, je montrerai pas mon cul. On était venus... coincé, hein. Et c'est dégueulasse. Thierry Lhermitte l'a fait. L'argument. Non, c'était... Et j'ai un corps... Et de là, je me suis dit... Je me suis mis au sport élec, là. Tu sais, l'espère de... Tu sais, tu rentres, tu fais la gym, là. Tu sais, tu prends l'électricité. Oui, c'est ça. Tu conseilles et alors, ça fait mal. C'est bon. Hein. Tu conseilles les jeunes parents parce que depuis que t'es papa, tu te prends pour Françoise Dolto? Non, parce que justement, je supporte pas les gens qui conseillent les autres, en général. Bah, dans tu la le vraie fais. vie. Bah, qu'est-ce que je dis comme conseil?
Démerdez-vous. Faites de votre mieux. Dans la vie, il faut faire de son mieux. Et vous ferez toujours des conneries de toute façon. Et tu feras de la merde. Moi, entre ce que moi j'idéalisais et ce que je suis vraiment, mon Dieu. C'est déceptif. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Voilà, c'est tout. Et pour l'instant, il y a sa mère qui sauve les trucs. C'est qui met les rustines là où ça pète. Et c'est parce que tu t'es beaucoup déçu, que tu as une mauvaise image de toi, que tu as épousé une femme aussi laide? À la base, c'était l'alcool. L'alcool, ce jour-là, et puis elle est tombée enceinte, et moi, je suis quelqu'un de responsable. Et mon père m'a dit, tu restes. Tu es toujours en contact avec Kim Jong-nam? Ah, putain, mais oui, tu te rends compte, j'ai vu crever, lui. Alors, raconte-nous. Ben, en fait, je bouffe avec Charles Aznavour dans un restaurant à l'époque. La phrase, elle est cool ou pas? Ouais, elle est incroyable. Une calzone dans une pizzeria. Et en face de moi, il y a un négociateur en vin avec sa femme qui s'appelle Kim Jong-nam, qui est le frère de Kim Jong-un. Et j'invite ce gars-là à venir voir un spectacle. Il me raconte, il a été viré, alors l'histoire est vraie, hein, de la Corée du Nord par son père Kim Jong-il, parce qu'il s'était barré une nuit pour aller au Disneyland de Tokyo. Donc, symbole du capitalisme dans toute son horreur. Donc, le père lui a dit, c'est terminé, je ne veux plus jamais te voir. Il lui a pris son passeport nord-coréen, il a banni. Et du coup, son frère s'était dit, je vais le tuer. Et ce mec-là, tu tapes Kim Jong-nam et tu vois sa mort en direct à l'aéroport. À l'aéroport, quand on lui met le poison, là, c'est lui. On le met et tu le vois en 20 minutes, il meurt. Et les deux meufs ont été... ça a duré 2 ans pour les former. Elles se sont dit qu'elles ne savaient pas... Elles croyaient que c'était une émission de caméra cachée nord-coréenne. Et pendant 2 ans, ils ont fait des fausses épreuves. Et un jour, on leur a dit, il y a une autre épreuve, là. Il y a un gros qui va sortir du truc, là. Vous lui aspergez, là, et vous partez en courant. Et donc, c'était... et boum, le mec est tombé. En 20 minutes, et tu le vois mourir. Hein. Ils ont vraiment le sens de la famille. Chez les... Putain. Mais... Et ce mec-là, il m'avait offert une bouteille de vin, je me rappelle. Oui. Un cheval blanc de 2001. Tu ne veux pas boire. Et je l'ai jeté, la bouteille. Raconte-nous ton dîner à l'Élysée avec Manu et Brigitte. Ouais, c'est vrai. Hein. J'ai bouffé à l'Élysée. Il y avait Emmanuel Macron, Brigitte Macron, le président arménien et moi. Et j'étais moi, aucun sens. Même le président arménien, il pensait que j'étais le chauffeur Uber. Et Aznavour n'était plus là, donc il fallait bien un Arménien, et voilà. Et alors, t'avais tous les gens qui se disaient, tous les Arméniens, tu sais, nous, pourquoi Madénian, il est là et tout. Et je veux me la péter. Et ma femme, avant de partir, me dit, tu fais pas l'intéressant. Et comme un connard, elle me connaît, et comme un connard, je suis arrivé, je me suis vu à la table des grands. Vraiment, des fois, je me dis, mais ferme là ta gueule. Et je lance sur les conversations sur le génocide arménien, la Turquie, tout ça. Et le sujet, il prend. Et ça t'arrive des fois de lancer et de plus comprendre et j'étais là, je fais, qu'est-ce que c'est que je viens de dire, là? Une mèche qui est partie. Et Macron, il a vu que j'étais paumé. Parce qu'il me voyait, et il s'est mis à mon niveau intellectuel. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit, et sinon, Mathieu, t'as vu l'OM cette saison? Et là, et on a parlé de foot. Et là, ça allait. Et sinon, toi, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Ah putain. Il est arménien, laisse-le, il a ses propres problèmes. Déjà, moi, je m'occupe de mon propre génocide. T'as 3 procès avec Marine Le Pen. Ouais. Ben, j'en ai, il y a des années, chez Morandini, j'avais traité les électeurs du Front National de fils de pute. Mais c'était dans mon spectacle. Mais ça allait bien, j'avais dit c'est 18% de fils de pute. À l'époque, il y avait 18%. Mais c'était dans mon spectacle, en fait. C'était, comment dire... C'était dans le contexte d'un sketch. Ouais, en fait, j'éteignais la salle. Je mettais la salle dans le noir et je dis, bon, on va voir ce que vous votez. Et je faisais applaudir par rapport au vote. Et je dis, est-ce qu'il y a des gens qui votaient extrême droite? Mais à l'époque, c'était la honte de voter extrême droite. Maintenant, c'est la norme. C'est la norme. C'est-à-dire maintenant, quand t'es d'extrême droite, on te rassure en te disant que t'es de droite. Quand t'es de gauche, on t'accuse d'être un dangereux communiste. Mais quand t'es au centre, peut-être ça va. Et donc, je me suis pris à un procès. Après, j'avais répondu mal. Boum, 2e procès. Et là, je crois que... T'avais répondu quoi? J'avais répondu, je m'excuse auprès de toutes les putes que j'ai pu offenser. Ah, j'ai dit ça pareil à une femme juge quand t'as eu un procès aussi? Brigitte Bardot elle a porté plainte contre moi parce que j'étais dans une émission, je savais pas qu'elle était invitée, c'était C'est à vous, je suis allé partie la pute et elle a porté plainte, donc à 8h du mat, j'étais devant une juge, je sentais qu'elle m'aimait pas et elle a dit, vous voulez vous excuser? Mon avocat m'a dit, fais gaffe et tout. J'ai dit, ouais, je vais m'excuser. Mon avocat a fait cool. Et je dis, je pourrais m'excuser auprès de toutes les putes que je respecte énormément d'avoir comparé cette sorcière. Qu'est-ce qu'elle a dit, la juge? Et mon avocat, il a fait, oh. Et t'as pris combien? Rien. Mon avocat, il a trouvé un truc, je sais rien. D'accord. Moi, j'ai pris 1 euro symbolique, je crois. Et à l'époque, c'était Philippot qui était premier secrétaire ou machin. Et il était invité chez Ardisson et j'étais invité avec lui. Et quand je me suis assis à côté de Philippot, il m'a dit, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule.
Tu racontes pas mal d'anecdotes inintéressantes sur Charles Aznavour dans ton spectacle. Pourquoi tu prends ce pauvre chanteur en otage? Je connais pas trop de stars, je me suis dit je vais me servir de lui. Mais c'était un chouette gars lui aussi. Hein. Sur la fin, il était vraiment cool, là, putain. En fait, il était énervé parce qu'il avait une réputation de con, tu sais, ou de mec un peu machin, mais parce qu'il perdait l'ouïe. Oui, il n'entendait pas. Et à la fin, ils ont trouvé un truc super. Et à partir de là, ça a été, il est devenu avec moi, il était adorable. Il allait un peu tout voir. Moi, il était venu voir mes pièces et Toc Toc, c'était un gros succès. Et après, on a dîné ensemble et quelqu'un lui a dit ça vous a plu, Charles? Il dit ça avait l'air très bien. Les gens riaient, je n'ai rien entendu. Et la même pour moi aussi. Il est venu voir le spectacle à l'Apollo. Il était dans la salle, on m'a dit, il va venir. Et il m'a dit, écoute, j'ai oublié mon apéro Diti dans le taxi, je suis désolé. Et par contre, ça te dit de venir manger une pizza? Et c'était ce soir-là où il m'a jamais entendu. Il regardait les gens, il était là, bon. Mais il était bon, donc tu racontes des anecdotes qui n'ont aucun intérêt, mais ça te fait mousser. Il m'avait fait le coup de la canne. Tu connais le coup de la canne? Non. J'ai le temps ou pas? C'est Bien rapide. sûr. On est à Lille, il m'invite à voir son spectacle. Attends, je t'explique. T'es chez toi. Ouais. Après, tu reçois l'émission, tu coupes tout ce que tu veux. Pour l'instant, je veux rien couper. D'ailleurs, j'ai rien coupé. Non, mais on coupe rien. Je vais le voir à Lille. Ça. Et je suis dans les loges et on boit l'apéro, 30 minutes de retard. Et je dis, mais Charles, faut aller jouer là. Il fait, oh, ils attendront. Je vais leur faire le coup de la canne. Je dis, c'est quoi le coup de la canne? Tu vas voir. Il arrive sur scène en marchant et il dit, excusez-moi, je suis très fatigué. Je me suis un peu reposer, mais je vais vous faire le spectacle, vous inquiétez pas. Donc, comment ça va se passer? Je vous fais les nouvelles chansons que vous aimez pas. Et après, me demandez pas, je vous fais 10 tubes. Et voilà. Donc, me demandez pas quand je chante mes nouvelles. Voilà, il fait ça. Et il chante pendant 1h30. Il finit son spectacle au bout d'1h30, il y a le rappel. Et là, il sort. Moi, j'étais en backstage. Il me regarde, il fait. Et il les laisse applaudir. Et là, il prend une canne. Et il arrive en s'appuyant pour montrer aux gens, j'ai souffert, mais là, j'en peux plus. Et là, les gens le voient arriver sur la... Oh, et tout le monde se lève en disant, putain, mais l'exploit, il a chanté pour nous alors qu'il tenait plus debout. Alors qu'il a jeté la canne juste après, on allait bouffer. Grand corps malade fait ça, mais il jette pas la canne. Ouais. Tu parles également de la masculinité. Masculinité. Non, parce que moi, j'ai écrit masculinité. Toxique. C'est quoi la masculinité toxique? C'est les pervers narcissiques? Ouais, mais c'est la masculinité toxique, c'est quoi que ça peut être? Putain, je suis mal placé pour en parler parce que je fais partie aussi du problème, je pense. Tu vois, en fait, ah ouais, t'es toxique avec ta femme? Non, mais je pense que je l'ai été avec des gens. Ouais. Je pense qu'on a tous eu des périodes où on était des gros cons. Je pense que ouais. On a été des gros cons. J'ai fait du mal à plein de gens. On m'a fait du mal aussi, hein, mais à qui t'as fait du mal? Là, tu vas t'excuser là. Pardon. Mais dis les noms, dis les prénoms. Serge. Mais ouais, on essaie de s'améliorer. Mais nous, on a un peu notre génération, on a le cul entre deux chaises quand même. Ça allait vite, hein. On se retrouve d'une génération. Ça allait vite. Ça allait vite. Tu vois, j'essaie de. Donc il faut à nos âges, il faut être une espèce de boomer moderne. C'est-à-dire rester un petit peu sur nos appuis, mais pas être largué par ce qui se passe maintenant. Parce que ça va très vite. Et moi, je suis plus âgé, moi. Tu dis à nos âges. Mais non, mais on est la même génération. Bah non, t'as quel âge? Moi, je vais faire 50 ans. Tu vas avoir 50 ans? Ouais. Rien à voir, je pourrais être ton père. T'as quelque chose à me dire? Je suis ton père. Tu parles de tes plus grosses hontes. Plus grosses hontes dans la vie ou celle dont tu parles dans ton spectacle. Oui, c'est en fait non, je dis que moi j'ai une chance, c'est que dès que j'ai eu la grosse tête, il y a des événements qui te ramènent à ce que t'es en fait, juste un mec qui fait des blagues. Et un jour, je dois jouer le 15 janvier pour la mairie de Cannes au Palais des Festivals. Et là, je me dis, mais putain. Il voit Charles Aznavour avec la sienne. Et un mois avant, on me dit, le Palais des Festivals est complet. Et là, un mois avant, je te dis, c'est à Noël. Et je commence à me dire, putain, c'est bon. 4000 personnes qui aiment pour ma gueule, c'est quand même incroyable. Et le jour du spectacle, je joue à 8h30. À 8h, mon régisseur me fait, Mathieu, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je dis, vas-y, ce soir, il y a 4000 personnes et ils savent pas qui vont voir. Et il me dit, c'est une surprise. C'était une surprise. C'était un spectacle gratuit, cadeau de Noël de la mairie de Cannes. Et le gars, le maire, Linard, il vient me voir, il fait, bon, content de vous avoir, c'est une belle surprise. Et j'ai dit, écoutez, moi,
Je suis surpris, mais j'ai peur que les gens soient déçus. Il fait, ils ne seront pas déçus. Au pire, après, il y a un buffet à volonté. Oui. Voilà, j'étais la première partie du taboulet. Moi, j'ai joué devant des abonnés à Cannes au festival, au Palais des Festivals, et je ne garde pas un très bon souvenir. Hein. Mais la moyenne d'âge était de 87 ans. Il y a eu des décès pendant la présentation. Public d'abonnés, c'est compliqué. Terrible. Parce qu'ils viennent pas pour toi. Ils sont abonnés, ils choisissent un spectacle. C'est très compliqué, les publics d'abonnés. Mais des hontes, tellement de honte dans ce métier. Tellement de honte. Mais tu te souviens que des hontes, en fait. Et dans la vie? Dans la vie, tout le temps. Tout le temps des hontes. Pas des hontes, mais des moments où on te reconnaît, mais bah oui. Mais c'est une accumulation de moments gênants qui font que tu arrives à faire des spectacles après. Tu parles aussi pas mal de ta peur de vieillir. Ça, c'est inhérent à tout être humain. Oui. Je connais pas de gens qui ont hâte de vieillir, moi. Il y a des gens qui le prennent beaucoup mieux, je trouve. Il y a des gens qui le prennent bien de vieillir. Il y a des gens qui sont très bien dans leur peau. Moi, j'ai un petit et je me dis, ça me fait chier. La peur de vieillir, c'est de me dire que quand mon fils aura 15 ans, j'aurai 65 ans. Donc, le sport, j'ai intérêt à lui dire que la belote, c'est du sport. Hein, pour qu'on s'amuse ensemble. Parce que le foot, le tennis, à 65 ans. Ouais, t'en fais, toi. Ouais, j'ai 68, je joue au padel avec mon fils. Ouais. Tu vois, ouais. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais bon. Ouais. Et puis, attends, il y a aussi un truc, je vais pas faire le mec... on est à des âges où on va plus à des enterrements qu'à des mariages. Et tu vois, je vois des potes, t'as Bruno Salomon, 53 ans, comme ça, pam, terminé. Ce mec-là, il y a 1 an, je l'ai croisé il y a 1 an et demi à Vincennes avec mon petit. On a discuté pendant 1 heure. Non, mais ça n'a pas de sens, en fait. Tu te dis, on a un âge où tu peux avoir un AVC. Non, mais c'est-à-dire qu'on discute et d'un coup, et tout finit. Putain, moi, ça me terrorise, ça. Moi aussi, puis là, tu m'as fait flipper, là. Mais tu l'as bien fait, là. Ben oui, comme ça. Mais j'ai un copain à moi, un mec que je vois souvent en tournée, et un AVC, il a eu. Je me dis que si un jour, on fait un AVC, les gens repasseront l'extrait. Ouais, rappelez-vous, il en a parlé. Mais c'est des âges comme ça où ça peut... Enfin, ça me fait un peu flipper. Ah ouais, c'est flippant. Hein. Ouais. Je suis entièrement d'accord, mais bon. Tu parles aussi de la jalousie entre comiques. Moi, je suis pas jaloux des autres. Sérieux ? Alors attends, j'ai une question à te poser. Est-ce que quand tu es en tournée, tu demandes pas est-ce que machin a rempli alors que toi moins ou machin ? Si, non, parce qu'il y a des comiques que j'aime pas trop. Nous, on a un comique qu'on n'aime pas trop avec Roman. On peut pas dire qui ? On va pas dire qui. Ah, pourquoi ? Parce alors, qu'on le reçoit. Sera coupé. Coupe ce passage et après on le remet. Je t'explique. Non. Nous, on s'amuse avec Roman quand on arrive dans un théâtre. On dit, c'est quoi les gens les plus chiants que vous avez ? C'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Pas fini notre phrase. C'est toujours les mêmes noms. Il y a le premier nom, le deuxième, le trio. Bon, tu sais qui c'est, alors, parce que tu les connais, voilà. Sur 300 dates, il y a un top 10. Oui, c'est toujours les mêmes. Voilà, et le top 3 est très 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 fort. C'est-à-dire que les 3 noms reviennent en boucle. Ouais. Tu critiques l'écologie, alors ça c'est drôle parce que c'est pas politiquement correct aujourd'hui de critiquer l'écologie. Par quel biais tu arrives à faire ça ? Je dis qu'il y a un côté, je dis que juste on a laissé tomber en fait. Que c'est juste ça, je dis juste que ma femme elle fait des trucs à la... Quand tu vois ma femme se fait chier à enlever des ampoules, elle met des ampoules basse consommation dans la baignoire, elle me fait t'as vu, ouais, et moi j'ai dit ouais j'ai chié dans la baignoire, rallume, mets la lumière, mets cette putain de lumière. Quand les Chinois ou les Indiens en Inde ils vont faire ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire, mais quand tu vois l'état et j'ai l'impression qu'on s'est dit c'est pas grave, là on va tous crever dans 100 ans. Là, la température, on va prendre 2-3 degrés. Je sais pas si tu vois le truc. Non, mais à un moment donné, il faut juste regarder que en Inde, il y a encore 3 semaines, ils ont eu une canicule, c'est monté à 49 les températures. Il y a eu... on vit dans un monde qui est en train de brûler. C'est, malheureusement, hein, c'est ça, il faut le dire. Jacques Chirac, il y a le feu dans la maison. Ben, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que... On regarde ailleurs. On regarde ailleurs, voilà. Et c'est pas politiquement incorrect de dire ça. Je suis en aucun cas le mec le plus politisé au monde ou le plus borderline. Mais je dis ça sur scène, ouais, parce que ça me on a accepté. Et il faut mettre des ampoules basse consommation. Je suis d'accord. Et voilà. Et puis arrête de chier dans la baignoire. Il y a une part de vice. Ouais, tu mets des miroirs sous la douche, tu chies dans la baignoire. Je baisse pas ma femme devant le miroir en plus. J'amortis même pas les miroirs. Putain, qu'est-ce que je te dise. Alors, on va voir si tu es jaloux, vraiment. Je vais te dire, tu parles de la jalousie entre comiques. Ouais. Je te dis des noms, tu me dis jaloux, pas jaloux. Ouais, vas-y. Gad Elmaleh. Jaloux.
J'admire les mecs qui durent, et lui, il a su se réinventer. Parce qu'il a eu un copy comique qui était très compliqué. Oui, qu'il a mal vécu, il a mal vécu, il a mal géré. Il a bien pris le virage. Et maintenant, il est avec des jeunes, il a monté son truc, il fait des bonnes blagues, non, j'aime bien. Valérie Lemercier. Je connais pas trop sa carrière, donc pas jaloux. Oh, moi, pas jaloux, mais tellement admiratif. Son dernier spectacle était... Il est bien, le dernier, là. Ça atteint des sommets. L'oxygène est très, très rare. Hein. C'était éblouissant. Voilà. C'est sérieux? Son dernier one man, absolument. Ouais. Une perle. Absolument. Marigny, c'était formidable. Ok, d'accord. À tomber par terre, vraiment. Non, je connais pas du tout. Tex. Il est gentil, ce gars-là. Je suis pas jaloux, mais je trouve ce mec très sympa, humainement. Il me fait pas marrer, mais c'est pas ma génération pour le coup, mais je le trouvais très bon animateur sur Les Amours. Florence Foresti. Oui. Jaloux de quoi? Pas jaloux, mais admiratif de la carrière. Anne Romanoff. Pareil. Moi, c'était les gens qui durent, je les admire. Kev Adams. Non. Non, pas... humainement, il sait pourquoi je l'aime pas. C'est entre eux. Et puis, il sait même pas que j'existe, donc c'est pas très grave. Et artistiquement, j'aime pas ce qu'il fait. Il y a un dos? Oui, bien sûr. C'est quoi? Il le sait, ça suffit. Élodie Pou. C'est vraiment une vraie comique. Et quand tu parles de gens qui remplissent des zéniths, des grosses salles, jaloux parce que tu te dis putain, j'aimerais à son âge. Ouais. Elle a un abattage, elle a de la technique, elle est excellente. Hein. Alors qu'elle vient pas du sérail à la base. Eh bien, c'est ce que je te dis, c'est une vraie comique. Arnaud de Samer. Lui, il est vraiment bon, lui. Il progresse, hein. Ouais. Il progresse bon. Toujours, Arnaud. Il m'a fait chier. Tu sais ce qu'il m'a dit, cet enfoiré, tu peux regarder. Je suis au festival de Dinard. Ouais. Ok. Je joue à 17h. Et il y a Célic qui joue à 20h. Célic, oui. Célic, tu sais. Et moi, je joue. Il y a du monde, c'est rempli. Je fais un bon spectacle. Moi, je m'en fous. Et après le spectacle, je vais pas au spectacle de Célic que je connais, que j'avais déjà vu. Je vais manger avec mon régisseur et un pote une crêpe au bord de la mer. Et en partant, je croise les gens qui sortent du spectacle. Et je vois de sa mère qui était invitée. Et je vois de sa mère, il fait « Ça va Mathieu? Ça va ?» Il dit « Il s'est bien passé ton spectacle ?» Je dis « Ouais, c'était bien. » J'étais allé voir Célic, il dit « Ouais, je suis fan de lui. » Et je dis « Merde, il n'est pas venu voir le mien. » Et il me dit que... Je suis resté... Il me dit « Bon, on se voit tout à l'heure. » Ouais. Je suis « Oh, ça m'a fait un peu chier. » Il s'en est même pas rendu compte. Mais tu sais, dans ce métier, il y a des gens qu'on admire et qui ne nous admirent pas, et l'inverse. Je suis d'accord. Ouais. Michel Leb. Non, pas. Putain, je sais pas quoi dire sur Michel Leb. Je le croise pas. Je m'en fous en fait. Non, mais il fait partie d'une époque révolue où il faisait des blagues qui sont racistes aujourd'hui. Ouais. L'accent africain, Mais les Africains, les Noirs te diront qu'à l'époque, c'est déjà raciste. C'était raciste à l'époque, mais à l'époque, la société était raciste. Il avait mais attends, regarde-moi. J'étais gamin, je regardais certains Leb Show. Il avait une émission sur... Tu te rappelles ça? Bien sûr. Elena Nagabetian. Ouais, ça finit par Yan. Ouais, mais je suis incapable. Je pense que c'est bien ce qu'elle fait, mais pas jaloux, non. Franck Dubosc. Oh, mais il est dur, lui, hein. Putain, c'est bien. Hein. T'as vu, il s'est renouvelé avec le film qu'il a sorti, là, sur l'ours. L'ours du Jura. Putain, tu as vu le film? Non. Il est très bien. Gaspard Proust. C'est un mec très politisé. Et j'aime bien les militants. Alors lui, c'est plutôt de droite, parce que moi, je le suis pas, et je me trouve un peu, quelquefois, fadasse. Et j'admire les gens qui sont pas fadasses. Blanche Gardin. Là, c'est pas fadasse. Elle est super. C'est une vraie comique. C'est une vraie comique plantée sur ses pieds. Tu crois qu'elle a détruit sa carrière, là? Non, alors là, putain. Blanche Gardin, là, elle te dit qu'elle revient sur scène, elle te remplit tout. Mais c'est monstrueux ce qui va se passer. Bien sûr que non, elle n'a pas détruit. Je comprends pas qu'elle dise... elle dit pas ça. Mais le jour où elle dit « je reviens sur scène », c'est un carton. Inès Reg. Non. T'es pas jaloux d'Inès Reg? Non. Chapeau. T'es jaloux, toi? Non. Paul Mirabel. Non, je suis pas jaloux. Je trouve Boudère. Boudère, il est bien, c'est un vrai... Alison Wheeler. Non. Oui, elle est marrante, elle. Putain, ouais, c'est bien. Laurent Gérard. Pareil, ça dure, c'est bien, putain. Ça. Delphine Ernotte. J'aime bien Delphine Ernotte.
On a eu en fait, on a eu des problèmes avec Thomas, mais c'était un faux problème. Et puis, on s'est rencontrés. Et depuis, chaque année, à Roland-Garros, elle m'invite à sa table. Et on mange Et j'aime bien parler avec cette femme. Elle est plutôt cool. On va te faire un blind test qui n'est pas un blind test, qui ressemble à un blind test. Ça a le goût du blind test, ça ressemble à un blind test, ce n'est pas un blind test. Je vais te dire des phrases, des chansons de Charles Aznavour, il faut que tu me dises la chanson. C'est comme un blind test, ce n'est pas un blind test. Vas-y. Répète-moi le principe. Tu vas me donner des phrases. Ok, t'as compris. C'est un blind test sans payer les droits d'auteur. Oui, en fait, oui. Voilà. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein La maman. Un point, note les points. Bravo, un point, c'est noté. Nous découvrons assis sur des chaises incommodes. À trousse-chemise. Nous découvrons assis sur des chaises incommodes. Les derniers disques pop poussés au maximum. Les plaisirs démodés. Bien. Bravo. 2. Bon, je fais pas, je me voyais déjà, Roman. Oh, écoute. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Je suis malheureux de... J'ai malheureux... C'est un cadeau. Putain, attends. Oh, c'est pas mal comme jeu, hein. Attends, j'ai mal... C'est facile. Oui, mais ce mec a les réponses, c'est facile. Je suis malheureux de te dire un cadeau. Formidable. Mais oui. Bien, t'es bon. 3 points. Les parois de ma vie sont lisses. Mourir d'aimer. Bravo, je l'adore celle-là. Elle est magnifique. Tellement belle. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. Non. Mais c'est ça, c'est notre... Vas-y. Hier encore. Oui, bravo. Ouais, hier encore. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit. J'ai travaillé sans répit. Mes emmerdes. Bravo. C'est drôle ce que t'es drôle à regarder. C'est drôle ce que t'es drôle à regarder. Tu te laisses aller. Bravo. Il m'avait dit un truc à Aznavour sur cette chanson. Je lui ai dit, mais Charles, c'est quand même une chanson, tu peux plus la chanter là, de nos jours. Et je lui dis, mais c'était qui cette femme? Et là, il m'a regardé un soir, il fait, je me rappelle plus de la femme, mais je me rappelle du mariage. Il était malin. C'est-à-dire, il fait, je me rappelle les témoins. C'était qui les témoins? Il me dit, Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Je dis, ok. C'est Charles Aznavour. J'ai pas compris. Mais c'était il se rappelait pas de la femme pour ça, mais il se rappelait du mariage qui concernait cette femme-là. En fait, il me chambrait ce con. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. Que c'est triste Venise. T'es excellent, hein. Tu connais ton Aznavour sur le bout des doigts. Mais elle est magnifique cette chanson. Elle est belle. C'est les gens qui s'aiment plus. Viens comme une enfant au creux de mon épaule. Waouh, ça c'est bien. Mais à trousse chemise, non? Viens comme une enfant au creux de mon épaule. Il y a une chanson qui s'appelle Au creux de mon épaule, mais c'est pas celle-là. Oui, c'est pas celle-là. C'est quoi? Putain, je sais pas. Le temps. Le temps. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Ah non, je n'ai rien oublié. Moi, je rêve encore jusqu'au matin. Moi, je rêve encore jusqu'au matin. Putain. Moi, je rêve encore. Je sais plus. Emmenez-moi. Emmenez-moi, mais oui, con. Viens donne tes 15 ans. Oh là, cette chanson. Oui, bah, ça, il pourrait plus le faire. Tu peux plus le faire. Ah bah... Viens, donne tes 15 ans. C'est pas trousse chemise. C'est... C'est donne tes 15 ans. Donne tes 15 ans. T'imagines chanter ça aujourd'hui? Jean-Luc Lahaye qui reprend Aznavour. Alors, il y a un truc, c'est qu'Aznavour, il a très peu composé, écrit et composé. Une dernière. Vas-y. On aura la réponse en chanson. Fais caca. Fais caca? Il a fait une chanson où il dit fais caca. T'es sérieux? Vas-y, je sais pas. Mais non, tu connais tout Aznavour. Fais caca. Fais caca. Chante. Fais caca. Fais caca. Il a chanté pas en français. Roman, solution. Très marrant. C'est fini, je pourrais plus l'écouter, ça là. Ah bah, vous l'avez niqué, putain. Chi, mais c'est... Chi. Très bien. Arméniens. Les Arméniens, ils changent leur nom. Ils ont des noms qui finissent par ayant, c'est des noms à tiroir. Il faut que tu retrouves l'Arménien ou l'Arménienne. Son vrai nom était Nervates Manoudelian, mais elle était plus connue sous le nom de... Hélène Ségara? Maggie. Maggie est arménienne, exactement. Le nom? Rosivart. Merci.
Il a longtemps présenté le 20h sur France 2. Bilalian. Bravo. Son vrai nom était Levon Torossian. Il était prix Goncourt et membre de l'Académie française. C'était qui? C'est la question que je te pose. Ouais. Membre de l'Académie française. Surtout prix Goncourt. Un prix Goncourt, et les deux en même temps? Un grand écrivain arménien. Merde, je sais pas. Henri Troya. Ah oui, mais oui. Putain, mais oui. Son mari peut devenir président de la République. Balladur? Son mari. C'est une femme. Attends. Son mari peut devenir président de la République. Où tu réponds Balladur? Il est arménien, Balladur. Oui, mais fais caca. Chi. Alors attends. Son mari peut devenir président de la République. Ouais. Attends, elle est tordue votre truc là. Il faut que tu trouves une femme. Une femme arménienne? Plutôt, oui. D'origine arménienne. Et son mari peut devenir président de la République. C'est pas mal comme énigme. Attends. C'est pas... Un indice? Ouais. Son prénom c'est Léa et son nom c'est Salamé. Ah oui, mais je suis con. Elle est armée. Elle est iranienne, non? Non, libanaise. Libanaise, excusez-moi. Mais d'origine. Ouais. Poète, résistant, torturé par la police française et exécuté à l'âge de 37 ans. Manouchian? Ouais, il repose au Panthéon, ouais. Missak Manouchian. Il m'avait fait... C'est à ce propos-là qu'on est allé bouffer avec Macron. Je me rappelle, tu sais quoi? On rentre dans le Panthéon. C'est la première fois que je vois un truc au Panthéon, moi, tiens. C'est assez solennel. Ah bah oui, Panthéon. Ok. Et j'adore. J'adore comment tu expliques le Panthéon. Mais c'était vraiment... On marche comme ça. Et moi, j'étais assis. Et là, on se retourne et t'as Macron qui arrive avec Brigitte. Et tout le monde se lève. Donc on se lève. T'avais le tombeau de Manouchian qui était là. Il marche comme ça. T'as la musique. T'as les caméras. Chi. Et là c'est moi. Et là, c'est Macron. Macron et moi, il fait... On bouffe ensemble après. Non. Il l'a fait. Et une calzone. Et allez, je hop. te jure. Non, après, on bouffe ensemble. J'étais... Mais putain. Ah ouais, ça casse le moment. Ouais. Ça casse le moment. Il a un questionnaire à son nom. Ah oui. Il a un questionnaire à son nom. Peu ou prou. Questionnaire, non, je sais pas. Le plus connu, c'est quoi? Le questionnaire le plus connu, c'est... Alors, je suis largué, là. Proust? Le questionnaire de Proust? C'est un arménien, Proust? Prost. Je dis peu ou prou, je te dis. Peu ou prou. D'accord. Il est plutôt beau gosse. Madénian? Un autre. Des beaux gosses. Patrick Fiori, beau gosse. Bogossian. Bravo. Tu t'es pas fait avoir. Ouais. Elle a fait un striptease mémorable dans un film que je vais te citer si tu me dis pas tout de suite le nom. Elle a fait un striptease mémorable dans un film américain? Non, français. Français. Dans La folie des grandeurs. Papa. Ok. Je vois, j'ai pas le nom. Alice Sapritch. Oui. Elle était arménienne? Ouais. Je croyais qu'elle était égyptienne. En fait, c'était des origines. C'est des mythes. Il a réalisé mon film préféré. Il s'appelait Achad Malakian. Et donc, c'est le film, il faut trouver? Ouais. Bah, les gens qui me connaissent mon film préféré. Moi, un grand réalisateur qui a fait un chef-d'œuvre, voilà. Mais tu as dit le nom, Achad Malakian? Ouais, mais c'est pas son nom français. C'est pas le nom sur lequel il a... c'est comme il s'appelle, Henri Verneuil. Bravo. Et c'est quoi ton film préféré? De Verneuil. Il y a Maërig. Un singe en hiver. Un singe en hiver. Belmondo, nous, Verneuil, c'est Maërig et 58 rue Paradis, qui retrace le génocide arménien. On en a invité des cons à bouffer à cause de lui. Après, on dîne. On bouffe ensemble après. Madénian. Macron. Non. Mais on bouffe ensemble. Mais on bouffe ensemble après. Macron il est parmi. Qu'est-ce qu'on en a invité comme con à cause de lui? Qu'est-ce qu'on en a invité comme con à cause de lui? Comme quand Macron t'invite à bouffer après. Ouais, le nid de con, voilà. Jacques Villeray. Non. Réalisateur. Oui. Francis Weber. Arménien aussi. Ouais, il m'a jamais fait tourner, lui. On s'aide pas trop, les Arméniens. Il a quitté Chita pour Jen. Terzian. Alain Terzian, exactement. Oh là là. Patron de Cannes, à l'époque. Tu regardes l'émission, t'es infidèle? Ouais, je regarde. Comment ça se termine? Putain, à la fin, je regarde jamais. Dis-moi comment ça se termine déjà. Je sais pas. J'ai une connerie. Fais caca. Maybe. Non, on termine avec les tu préfères. Vas-y. Tu connais le principe, la peste ou le choléra?
Ok. Tu préfères avoir dans ta chambre un portrait de Hitler ou du papier peint qui représente des hémorroïdes? Les hémorroïdes, au moins il y aura des questions. Ce sera rigolo. Ça représente quoi? Il y a une espèce de suspense marrant. Hitler, c'est Hitler. Les hémorroïdes, tu peux jouer. Oui, il y a un côté arty. Il y a un côté, tu peux. Je fabrique l'image de la chambre. Non, mais si t'en mets plein. Il y a un côté qui peut être joli. C'est sûr, ça peut générer des questions. C'est ça qui est marrant. Ouais. Un petit côté fractal. Tu préfères regarder chaque jour Les Visiteurs 3 ou Les Bronzés 3? Ah putain, c'est dur les 3. Hein. Pour revoir Michel Blanc, le Bronzés 3. J'aimerais bien, ouais. Parce que là, il est mort aussi, lui. Putain, mais c'est pas possible. Bon, bref. Tu préfères aller à l'enterrement de Kev Adams ou que Michel Drucker vienne à ton enterrement? Putain, ma mère m'a toujours dit faut pas souhaiter la mort des gens, même si je ne fais pas celle de Kev Adams, donc je préfère que Drucker vienne à mon enterrement et il le fera avec très sympa, s'il a le temps. Mais c'est fou parce que là, récemment, il y a eu quelques enterrements, il y avait Michel. Mais il a fait tout le truc. Bah, il vient, tu sais, lui, c'est Villa Témoin. Hein. Il vient, ok, ça marche, pas mal, il prend des idées, il note. Oh. Écoute, il est encore là pour 20 ans, donc il va encore tous nous enterrer. Il va nous tuer. Putain. Tu préfères manger des cacahuètes au bistrot en sachant qu'il y a une quinzaine d'urines différentes sur les cacahuètes ou boire ton urine après avoir mangé des cacahuètes? Boire mon urine. Quoi que ça s'appelle l'amérothérapie, non? Ça porte un nom. Ça marche pas, ça c'est des conneries. Hein. Ah ouais? Ouais. Et bouffer ta merde, t'as essayé? mais la musique. Tu préfères fumer du shit avec ta mère ou prendre de la coke avec ton père? Fumer du shit avec ma mère. Tu préfères les gens qui finissent pas leurs phrases ou... Je préfère les gens qui finissent pas leurs phrases. Tu préfères que ton fils apprenne que tu as trompé sa mère ou que ta mère trompe ton père? Ah, si ma mère trompe mon père, ça serait marrant. Parce que on commence à se faire un peu chier au repas de famille. Tu préfères qu'on te coupe les couilles sans anesthésie ou qu'on t'arrache la bite sous péridurale? J'aime bien celle-là. Mais si on t'arrache les couilles, il te reste la bite? Oui. Ouais, mais ça marche plus pareil. Ça marche plus pareil. Non. Ah, vas-y, comme péridurale. Péridurale. Mort pour mort. Mais tu meurs pas. Oui, mais tu peux plus t'en servir. Bah, t'en as plus, on te l'a arraché. Mais après, il te reste 2 couilles. Ouais. T'as l'air con. Alors déjà, dans la douche, là... Ah non, tu vas pas rester 2 couilles. Donc même mon fils va faire un truc... Autant la bite... Ouais, vas-y, je garde ma bite. Tu préfères présenter à la vie des jeunes comiques pas drôles ou faire la première partie de Kev Adams? Les comiques pas drôles, c'est marrant aussi. Parce que tu en as présenté beaucoup. Plein. Hein. Ouais, j'ai fait 60 émissions. En disant, c'est le meilleur de sa génération. Mais moi, on m'a aidé, putain. Tous les mecs que tu as invités, Julien Vigne, que j'ai croisé là, je l'ai rencontré dans cette émission, la meuf, tout le monde. Je te parle pas des bons, je te parle des mauvais. Ouais, il y en a qui ont... il y en a qui n'ont pas été très bons. Mais c'est un métier qui est dur. Et toi, tu dis, je vous présente le meilleur de sa génération. Ouais. Mais à l'époque, quand il faisait le sketch sur la jungle, il y a peut-être un mec qui a dit, regardez, c'est le meilleur de sa génération. Ouais. Non, la première partie de Kev Adams pour me réconcilier. Bon. Mathieu, merci, c'était un plaisir. T'es sérieux? Vous êtes sérieux? Ça vous a plu? Oui. Cool. Bah écoutez, c'est très bien. Gardez tout. Mais toi, on va pas te garder. Ouais, je dois partir. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Mathieu. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, c'est pas diffusable ça, Roman? Non, mais vous gardez tous ces trucs. On prendra les shorts, quoi. On prendra quelques secondes peut-être qu'à sauver. Mettez des chansons d'Aznavour. Vous mettez un clip. On va inviter Kev Adams. Il vient la semaine prochaine. Ouais.